Souleymane Niang. La durée maximale de la période initiale de l'état d'urgence a expiré ce dimanche et à l'heure où nous parlons, le président de la République n'a pas saisi l'Assemblée nationale d'une demande de prorogation comme l'y oblige la Constitution en son article 69. Mais ce n'est pas que le Parlement qui est dans l'expectative. Les autorités administratives attendent de savoir si elles vont continuer de faire appliquer le couvre-feu et les arrêtés ministériels. El Hadj Ndiogou Diène. Des heures après l'expiration du délai de 12 jours fixé pour l'état d'urgence, tout porte à croire que le président de la République devrait opter pour la promulgation de la nouvelle loi modifiant la loi 69-29 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Des sources proches du palais de la République s'attendent à une éventuelle prolongation de cet état d'urgence. Une décision qui devrait probablement tomber dans les toutes prochaines heures, confient nos interlocuteurs. Le discours semble être le même du côté de l'Assemblée nationale où aucune demande d'autorisation de prolongation de l'état d'urgence n'est reçu jusqu'à cet instant T, révèle de hauts responsables de l'institution. Ces députés pensent que l'option de la promulgation de la nouvelle loi est la plus rapide, comme la mesure d'état d'urgence est arrivée à expiration. Comme conséquence légale, tous les arrêtés pris par le ministre de l'Intérieur et les autorités administratives ne sont plus valables en attendant la suite des événements. Face à la propagation du Covid-19, le président de la République avait décrété l'état d'urgence assorti de couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès de 21h à 5h du matin pour freiner la chaîne de contamination. Ces deux régions concernent 90% des cas. Aujourd'hui, certains prédisent même un durcissement des mesures de restriction au vu de l'évolution de la situation épidémiologique. Je vous propose d'entendre maintenant l'avis d'un expert. En attendant la promulgation de la nouvelle loi sur l'état d'urgence et l'état de siège ou la saisine de l'Assemblée nationale pour une éventuelle prolongation, le constitutionnaliste Ngouda Mboup souligne que toutes les mesures liées à l'état d'urgence ne sont plus en vigueur. Il indique qu'on est retourné au régime normal. Le professeur Ngouda Mboup était l'invité des RFM Matin aujourd'hui. La Constitution est très claire. Le régime de l'état d'urgence et de l'état de siège sont fixés par l'article 69 de la Constitution. Le président de la République a la plénitude de décréter l'état d'urgence de 12 jours de délai franc. Passé les 12 jours, si l'Assemblée nationale n'est pas saisie, cela signifie tout simplement que les mesures ne pourraient être prorogées. Et donc, du coup, on retourne à un régime normal et que donc le régime d'exception tombe. Depuis minuit, toutes les mesures liées à l'état d'urgence sont tombées. Nous sommes rentrés dans la légalité normale. La légalité de crise donc a été suspendue momentanément. C'est une contradiction totale. N'oublions pas que le président de la République avait demandé à ce que les Sénégalais apprennent à vivre en présence du virus. L'état d'urgence est un régime d'exception et non pas un régime exceptionnel. J'utilise donc le substantif à la place de l'adjectif pour dire tout simplement qu'en réalité, même dans ce cas de figure, la légalité n'est pas en congé. Mais pour pouvoir décréter l'état d'urgence, il faut qu'il y ait une menace très grave. Mais pour lever aussi l'état d'urgence, il faut que le péril ou la menace soit vaincu. Et du coup, donc, ces deux éléments cumulés montrent clairement qu'en réalité, il n'y a pas une certaine cohérence dans la démarche gouvernementale. Et qu'aujourd'hui, donc, le gouvernement est dans un mutisme total, sans pour autant donc, avoir pris le soin de saisir l'Assemblée nationale, ni d'informer les citoyens donc, sur la teneur et donc, les aboutissants donc, de la loi donc, portant l'état d'urgence et notamment donc, de la nouvelle loi qui n'a pas été promulguée. Cela signifie tout simplement qu'en réalité, nous sommes dans l'expectative totale. Parmi les mesures restrictives en question, il y a l'arrêté ministériel portant limitation du nombre de places maximum autorisées dans les transports en commun. Les conducteurs de bus ont du mal à faire respecter la dite mesure. Les contrôleurs veillent au grain, mais ils affirment que le couvre-feu est un paramètre qui rend difficile l'application de cet arrêté du ministre des Transports. Reportage Salimata Aoua. Rond-point Sam, coxeur et passager se disputent la chaussée. Devant son véhicule, Baïdam attend des clients pour se rendre à Wakam. Le respect de l'arrêté du ministre des Transports, une difficulté. Néanmoins, il essaie. C'est compliqué, mais nous n'avons pas le choix. Les clients se plaignent chaque jour. El Hadj Ndiaye, contrôleur à Aftu, une société de transport. Au lieu de 50 places, il accepte 40. Mais c'est le respect des gestes barrières qui pose problème. 50 passagers, c'est ce qui est normal. Mais depuis lors, on prend 40. C'est très difficile de faire respecter cet arrêté. Mais surtout, le respect des gestes barrières. Le soir, c'est plus compliqué. Certains conducteurs dérogent à la règle pour aider les usagers, estime Malik.
Certains chauffeurs abusent et ce n'est pas normal. C'est vrai qu'ils le font pour aider les usagers, mais ils abusent. Ces mesures ont été prises de concert avec les acteurs du transport en tenant compte des impératifs sanitaires. Les usagers prônent l'allègement des mesures, surtout le soir. À Saint-Louis, les acteurs communautaires appellent de leur vœu la levée du couvre-feu en raison de l'impact de cet état d'exception sur les activités économiques. Pour cela, ils invitent également au respect des gestes barrières par la population. Saint-Louis qui a déjà payé un lourd tribut au Covid-19. Mohamed Nabissila. Beaucoup d'associations mènent une croisade contre la propagation du coronavirus afin d'éviter que les mesures du couvre-feu ne soient étendues à la vieille ville. Le couvre-feu peut bien déteindre sur les activités économiques. Remarquez que Saint-Louis est une ville de pêche et il y a beaucoup de pêcheurs qui embarquent la nuit et les activités n'arrêtent pas, par exemple sur le quai lorsqu'il y a du poisson. Mais le plus important, c'est l'appui qu'on peut apporter à la communauté pour lutter contre le coronavirus. J'en appelle à la diligence des autorités de l'État, des bonnes volontés, des riches afin qu'ils pensent davantage aux pauvres. Après avoir distribué un lot de détergents à des mosquées, écoles et daara, Khalifa Babacar Mbaye de l'association de développement de Léona explique que l'activité économique peut en souffrir, ajoutant que les riches doivent aider. La deuxième vague du coronavirus a été plus meurtrière, portant le nombre de décès à plus de 70 dans la région de Saint-Louis. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Nous parlons maintenant des pharmacies qui ont réajusté leurs horaires en raison du couvre-feu. L'heure de fermeture a été avancée, une situation qui entraîne un rush à l'approche de l'entrée en vigueur de la mesure. Reportage de Nafissa Toussila. Ce n'est que ce matin que Mam Diarra a pu renouveler les médicaments de sa maman. Et pour cause, la pharmacie à côté de chez elle a fermé bien avant 21h. C'est hier que j'ai voulu acheter les médicaments de ma maman, mais toutes les pharmacies étaient fermées. Vraiment, ce n'est pas facile avec ce couvre-feu. Et vraiment, l'heure passe très vite. À la pharmacie où elle a l'habitude d'aller, c'était la course contre la montre. Tout le monde doit partir avant 20h. Et donc là, la vente, c'est plutôt le matin depuis l'instauration de ce deuxième couvre-feu qui sans doute a un impact sur leur chiffre d'affaires. Jean Diki, vendeur. La descente, c'est pas facile. La descente, les clients ont tendance à attendre le matin parce qu'on descend très tôt. Et avant 21h, à 20h, au temps normal, on descend à 23h. Mais actuellement, on descend qu'à 20h. Un peu plus loin, dans cette autre pharmacie, dans un quartier populeux de Dakar, c'est un peu pareil. Mais ici, le gérant nous dit qu'ils se sont organisés. Pas besoin de se précipiter. Les employés qui habitent très loin, eux, ils travaillent le jour, donc ils descendent à 14h. Et les autres qui habitent très proches, eux, ils travaillent l'après-midi, de 14h jusqu'à 20h, jusqu'à 20h30 au maximum. Et après moi, le pharmacien, je suis là jusqu'à 21h parce que quoi qu'on dise, on fait la santé publique. À tout moment, on peut avoir des clients qui sont dans le besoin. Seulement, M. Wade constate un peu plus tôt, avant l'heure du couvre-feu, c'est la bousculade devant son comptoir. Bien vrai qu'ici, c'est un quartier très populaire. Donc les gens viennent à la dernière minute le plus souvent, vers 21h, parfois même vers 21h10. À la dernière minute, comme tous Sénégalais, en général, eux, de 14h à 16h par contre. Ce deuxième couvre-feu a ainsi pris au dépourvu le secteur de la pharmacie, provoquant aussi une légère baisse du chiffre d'affaires. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Venons-en maintenant au bilan du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Un tableau contrasté avec une légère baisse du nombre de cas enregistrés en 24 heures. Sur 1888 tests, 196 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,38%. Parmi eux, 110 cas de contamination communautaire. Il y a également 190 patients guéris. En revanche, on compte 11 décès ce dimanche 17 janvier, ce qui porte le nombre de morts depuis le début de l'épidémie au Sénégal à 526. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'association des imams et oulémas appelle les citoyens et en général et les croyants en particulier au respect des gestes barrières. Ils annoncent également la désinfection des lieux de culte. Les imams et oulémas étaient devant la presse ce matin. Écoutons le secrétaire général adjoint, Imam Makhtar Ndiaye, au micro de Pape Balagueye.
Dans le cadre de notre mission d'éducateur et de veilleur d'alerte vers les populations, les imams informent que la propagation de la maladie du Covid-19 est bien effective, de nouveau dans notre pays. La menace est bien réelle. Suivant le bulletin de santé présenté quotidiennement par le gouvernement, particulièrement par le ministère de la Santé publique. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui aux populations de ne ménager aucun effort pour respecter les mesures barrières, car l'heure est très grave. Nous sommes menacés par cette pandémie. Nous, imams et oulémas, solidaires à notre nation, de ses joies et espoirs, de ses tristesses et angoisses, lançons un appel aux populations de prendre conscience que le pire nous guette. Nous prions le bon Dieu, le Tout-Puissant, de nous épargner de ce fléau qui menace l'humanité tout entière et que le peuple sénégalais en soit épargné. Nous félicitons le corps médical, le gouvernement de l'investissement humain qu'ils ont consenti vers les populations et aux malades. Nous leur sommes reconnaissants de ces gestes. Soyons fermes, soyons déterminants, soyons engagés à lutter ensemble, main dans la main, épaule contre épaule, pour ne pas le laisser faire son circus. Et prions le Dieu, le bon Dieu qui guide les événements du monde, de nous épargner de cette maladie et que nous en sortons fiers et résolument guéris. Vous avez dû rectifier de vous-même. Nous venons d'entendre la voix de l'imam Omar Diène, secrétaire général de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'approuvent pas la décision des autorités d'adopter désormais le système bimodal, c'est-à-dire l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance. Ils soulignent que beaucoup de contraintes sont notées pour l'enseignement en ligne. Reportage Pape Mbaye Diaw. L'introduction dans l'enseignement bimodal à l'université Cheikh Anta Diop n'enchante guère certains étudiants. C'est le cas de Serigne Hassan Fall, étudiant à la faculté des sciences techniques. Selon lui, les étudiants rencontrent d'énormes difficultés avec les cours en ligne. On a pu expérimenter ça lors du Covid et on a pu faire des cours en ligne. Mais quand même, les cours en ligne sont peu commodes par rapport à la situation de notre étude, puisque la majeure partie des cours ne sont pas théoriques mais pratiques. Certes, il y a des avantages avec les enseignements bimodaux, mais les contraintes sont nombreuses, selon cet étudiant en licence de la faculté des lettres. Pour moi, les inconvénients seront plus nombreux que les avantages par rapport à cette stratégie que les autorités ont prise. Si vous prenez par exemple, il y a certains qui n'ont pas donc le smartphone, bien la connexion n'est pas donc suffisante et du coup, ça va pénaliser certains étudiants par rapport à cet enseignement à distance là. Djibril Sambou, étudiant à la faculté de droit, a un avis contraire. Il est en phase avec les autorités universitaires. L'étude bimodale, donc je dis que ça va arranger d'autres études, les cours en ligne. Donc il faut insister sur ça. Il faut accompagner les étudiants pour les cours en ligne surtout, pour les connexions et autres, parce qu'il y a parfois des difficultés pour accéder au niveau des plateformes et tout ça. Donc il faut faciliter ça pour pouvoir accéder aux plateformes et faire les cours normalement aussi. Lors de l'amphi de rentrée, le recteur a annoncé l'introduction de l'enseignement bimodal. Pour cette décision entre en vigueur cette année académique 2020-2021. Et puis, je vous le disais dans les titres, c'est ce lundi que le président de l'ONG Horizon Sans Frontières devrait être déféré au parquet. Boubacar Seye est arrivé tout à l'heure au palais de justice de Dakar en vue de son face-à-face avec le procureur. Le maître des poursuites décidera de la suite à donner à cette affaire. Boubacar Seye avait été interpellé vendredi à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass avant d'être placé en garde à vue. Son arrestation serait liée à des propos qu'il avait tenus sur la gestion des fonds octroyés par l'Union européenne au Sénégal dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Il est 12h15. RFM. L'actualité internationale. Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Nous commençons par la Centrafrique. La Cour constitutionnelle a validé la victoire de Faustin Archange Touadéra à la présidentielle du 27 décembre dernier. C'est ce matin que la Cour constitutionnelle a rendu sa décision. Elle a acté la réélection du président Touadéra dès le premier tour avec 53,16% des voix contre 21,69% pour Anissé Georges Dologuélé. Cela après des redressements de résultats et des annulations de
certains bureaux de vote. Le taux de participation est de 35,25%. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine a appelé la communauté internationale à réclamer la levée de son assignation à résidence au lendemain de l'annonce des résultats du scrutin présidentiel. Une élection qui a reconduit le président Museveni pour un 6e mandat. Bobi Wine n'a pas quitté sa maison de Kampala depuis qu'il est allé voter jeudi. Il assure qu'il est assiégé par les soldats et la police qui ont encerclé son domicile, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir. Bobi Wine, deuxième du scrutin avec 34%, avait déclaré que le scrutin a été entaché de fraude et constitue une mascarade complète. Plusieurs dizaines de morts dans des violences au Darfour. Des affrontements entre tribus rivales ont fait plus de 80 morts entre 48 heures le week-end dernier. Selon un nouveau bilan établi hier dimanche, ces affrontements interviennent 2 semaines après la fin, le 31 décembre, d'une mission de paix dans cette région instable plutôt de l'ouest du Soudan. La mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine présente dans la région depuis 13 ans. Les heurts ont éclaté entre la tribu al-Massalite et des nomades arabes après une dispute entre 2 individus selon des témoins. Des milices armées de la région favorables aux Arabes ont ensuite attaqué El Gena, la capitale du Darfour Ouest, et plusieurs maisons ont été incendiées. En Tunisie, plusieurs dizaines de manifestants ont affronté les forces de l'ordre dans la ville de Siliana, dans le nord-ouest du pays. Ils ont incendié des barricades de pneus et jeté des projectiles sur les policiers. Depuis vendredi, de nombreux habitants de Siliani ont dénoncé les agissements d'un policier dans une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo montre un policier municipal en train de crier et de pousser violemment un berger dont le bétail serait entré dans les bâtiments officiels. Et puis notez que le ministère de l'Intérieur a fait état de 632 arrestation. Khaled Ayouni, le porte-parole, a évoqué des groupes de personnes entre 15 et 25 ans qui ont brûlé des pneus et des poubelles afin d'entraver les mouvements des forces de sécurité en dépit d'un couvre-feu imposé pour lutter contre le Covid-19. Et puis au Rwanda, les écoles ferment en raison du Covid-19. 2 mois seulement après la reprise progressive des cours en présentiel, tous les établissements scolaires, secondaires et même préscolaires ont refermé leurs portes ce lundi dans la capitale Kigali. Selon les autorités, la mesure vise à circonscrire la propagation du Covid-19. Cette fermeture, prévue pour durer 2 semaines, pourrait être rallongée si les évaluations de la situation ne se montrent pas satisfaisantes. La mesure ne concerne que les élèves de Kigali. Hier dimanche, 182 cas ont été recensés au Rwanda, 182 nouveaux cas, portant 11 032 cas pour 7 363 guérisons et 142 décès au Rwanda. Merci Georges Détié Diop, il est 12h19. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous parlerons avec nos 2 invités de la suite à donner aux mesures restrictives de lutte contre l'épidémie de Covid-19 au lendemain de l'expiration de l'état d'urgence assorti de couvre-feu, et nous serons avec le professeur Bamba Kane, professeur agrégé de physiologie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop, et avec le commissaire Boubacar Sadio, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à Malal Diagne Junior. Merci à Souleymane. L'actualité du sport avec le basket d'abord. Les basketteuses demandent le départ du président de Saltigué Basket Club. Les joueuses ne veulent plus collaborer avec leur président. La faute ou bien les fautes donc retenues contre ce dernier, le manque de matériel, le manque d'encadrement, une longue liste de griefs retenus contre ce dernier. Les filles ont décidé simplement de faire face à la presse pour réclamer le départ du président de la section de basket, Abdou Diouf Diaye. Sur le parquet du terrain de basket du jardin public, des jeunes garçons s'entraînent. Aux abords, un groupe de filles porte des pancartes
Ces membres de l'équipe féminine du Saltigué sont dans des conditions très difficiles. Sur un effectif de 20 joueuses, seules 8 ont reçu pour le moment leur licence, selon Daïma Remfal, leur porte-parole. Saltigué est un club de première division, donc il ne doit pas être censé jouer jusqu'à 2 matchs et ne pas avoir toutes ses licences. On a un effectif de 20 joueuses et il n'y a que 8 joueuses à qui leurs licences sont sorties. Ce club mythique est confronté aussi à un manque de matériel. Il n'y a que 2 ballons. L'état des ballons ne sont pas très favorables pour s'entraîner. On n'a pas de plots, on a des maillots pour s'entraîner, mais les ballons, c'est l'essentiel. Les transports aussi. Il y a des joueuses qui viennent de Dakar, leurs transports, il faut les régler. Et c'est ce qui habite ici surtout. On n'est pas payé, on est censé nous donner des transports. On n'a pas de boîte à pharmacie ici. Pour donner au Saltigué un nouveau souffle en ce début de championnat, les joueuses réclament le départ de Bilsek, président de la section de basketball. On en a marre de lui. On veut un président responsable qui cherche comment communiquer avec les joueurs et avec les techniciens. Moi, je pense qu'il vit de l'équipe du Saltigué. A signaler que Saltigué a été battu en première journée de National 1 par Asfo 72-37 avant d'être laminé en deuxième journée par Dakar Université Club 105-29. RFM Rifisque, Abdou Diouf Diagne. Lutte et Covid-19, la question de la remise en forme au centre des préoccupations, Malal. Comment maintenir sa forme quand on est un athlète de haut niveau, quand on est ténor de l'arène, comment s'entraîner en ces périodes de Covid-19 pour être prêt au moment de la reprise des compétitions. Toutes ces questions ont été posées à un expert en préparation physique, mais également en nutrition pour sportifs de haut niveau. Lamine Diaw, c'est son nom. Nous l'écoutons. Tout compétiteur a besoin des compétitions. Un athlète de haut niveau a d'une compétition, je veux dire. Parce que le problème qu'on a, si tu n'as pas de compétition, tu ne peux pas avoir, par exemple, un plan d'entraînement. Parce que c'est tout simplement compliqué. Parce que pour s'entraîner, il faut vraiment... Il y a une différence entre faire des exercices et faire un entraînement. Quand tu t'entraînes, le but, c'est d'avoir une période bien déterminée pour voir ton adversaire, comment il faut s'entraîner par rapport à ça. Maintenant, si tu n'as pas de compétition, non seulement psychologiquement, ça va beaucoup te blesser. Psychologiquement, tu ne vas pas t'entraîner comme si tu avais quelque chose à prouver ou quelque chose à gagner. Donc, c'est une période très, très dure. Mais bon, c'est partout dans le monde. Hein. Donc, ce que je conseille aux lutteurs, c'est juste de maintenir leur forme. Du genre, regardez vraiment comment manger. C'est très important. Parce que si tu manges n'importe quoi, le moment venu, ce sera difficile d'adapter par rapport à ton combat. Mais par contre, ce qui est bien aussi, les lutteurs qui voulaient s'améliorer ou bien qui voulaient prendre du poids, c'est une bonne période aussi. Donc nous, en tant que professionnels, on peut faire des programmes très déterminés par rapport à perdre du poids ou bien gagner de la force, gagner beaucoup de physique. Nous allons finir avec le football, avec la suite et fin de la 3e journée de Ligue 2. Sonacos joue contre l'équipe du Dakar Université Club aujourd'hui. À noter également le SEMS Excellence qui est allé hier faire match nul à Louga devant Djambour 1-1. C'était pour le compte de l'acte 3 de la Ligue 1 sénégalaise. À la fin de la rencontre, Gaussou Dramé, entraîneur des Thiessois, est revenu sur la prestation de ses joueurs. C'est un bon point, oui, parce qu'on n'a pas perdu, mais ce n'était pas notre vœu, parce que nous savons que nous jouons un championnat et les points, il faut les prendre surtout à l'extérieur. C'est très bénéfique pour nous, d'autant plus qu'on avait quelque chose contre le Ndiambour pour l'avoir joué l'année dernière et perdu ici 2-0. Et nous savons les conditions dans lesquelles l'équipe avait perdu. Ce n'était pas dans le jeu, c'est en cours de jeu qu'on a mis des buts dans notre but. Et il fallait encore reprendre ça et montrer aux gens que quand même que nous sommes une équipe de football qui pratique le foot et qui cherche quelque chose. C'est vrai qu'on nous demande le maintien, mais pour se maintenir, il faut d'abord des victoires, surtout en phase aller. On n'était pas venu pour chercher un point. Bon, de la preuve, ce point-là vraiment nous est resté à la gorge. C'est dommage. Nous avons de jeunes joueurs, des joueurs qui n'ont jamais foulé la Ligue 1. Si on voit cette équipe-là, il n'y a que deux qui ont goûté à ce championnat-là. Bon, c'est dommage parce que vous avez vu même le but qu'on a pris, l'égalisation. C'est manque de, je peux dire, personnalité ou bien je ne sais pas quoi. Il faut des fois jouer avec l'expérience. Bon, je suis sûr d'une chose, si on était devancé par le Ndiambour, je ne pense pas qu'on allait revenir parce que peut-être il y a des joueurs expérimentés qui sont là-bas, cause pour laquelle, mais ça n'a pas été un match facile et nous le savions. Voilà, Suleiman, c'est tout pour les sports. Merci Malal Junior Diagne, il est 12h25. RFM, presse du jour.
Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. La presse de ce lundi 18 janvier 2021, passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Vers un durcissement des mesures de restriction. Après 12 jours de couvre-feu, le bilan est un échec, constate l'observateur. Le nombre de cas positifs continue de progresser, tout comme le bilan macabre. À ce rythme donc, le confinement nocturne devrait se renouveler et même être étendu à d'autres régions comme Diourbel. À Touba par exemple, on note une forte progression de la maladie. Enseignant-chercheur à l'UFR de la santé à l'université Assane Seck de Ziguinchor, professeur Noël Manga estime que ce serait excellent de relever le couvre-feu de 18h à 5h du matin les week-ends. Pour la prorogation de l'état d'urgence, l'Assemblée nationale saisit aujourd'hui, mais pas besoin de saisir les députés pour prolonger le couvre-feu. La réunion du CNGE, le Comité national de gestion des épidémies, attendue donc. Tous à l'écoute de Macky Sall, donc, écrit le journal sur ça. Reste à savoir si le régime étendra les mesures à Diourbel, Kaolack ou encore Saint-Louis, où les contaminations explosent. En une semaine, 56 patients ont perdu la vie, écrit Walfatri. Pour le seul week-end passé, le Sénégal a eu droit à 632 nouvelles contaminations, 9 décès et 42 cas graves, soupire Vox Populi. Pour Sud Quotidien, pas de doute, la psychose coronavirus persiste. Question de Vox Populi alors, Macky va-t-il prolonger l'état d'urgence et si oui, comment? Le journal Enquête en profite pour faire un saut dans des cimetières de Dakar, de Thiès et Touba, considérés comme les épicentres du coronavirus. La vérité des chiffres, de 7 à 8 morts enterrés par jour en 2019. On est passé, selon le journal, à 20 enterrements actuellement au cimetière de Yoff. Au cimetière Bahia de Touba, on est passé de 10 697 enterrements en 2019 à 12 272 en 2020. Dans le journal Le Quotidien, professeur Suleiman Boub, le patron de l'IRSF, rassure, les séquences du Sénégal sont très loin des nouveaux variants. Pour le moment, vivre avec le virus, c'est 2980 malades sur 3288 qui restent suivis chez eux. Cette mafia découverte au centre de contrôle technique des véhicules de Dakar, le journal Libération informe que 12 personnes dont des agents ont été mises aux arrêts ont payé 15 000 francs CFA pour contourner la file d'attente des camions de la Somicoa, ont déboursé 208 000 francs CFA pour ne pas suivre la file. C'est une vidéo amateur qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs de la sûreté urbaine. L'affaire Mbakerouhou, à présent 7 membres de la secte arrêtés pour complicité d'enlèvement. Une deuxième victime âgée de 11 ans récupérée, selon toujours l'Observateur. Mon confrère note que les examens gynécologiques faits sur la promise à Baba Malabé renseignent que la fille mineure a bel et bien consommé le mariage. 9 autres filles ont été envoyées chez le gynécologue pour les besoins de l'enquête. Le chef de la secte fait face au procureur aujourd'hui. À la une du journal Les Échos, bloqué à Tenerife depuis 3 mois par les autorités espagnoles, 176 compatriotes en grève de la faim. Le confrère note qu'ils se disent abandonnés par l'État du Sénégal, retenus malgré eux à Tenerife. Ils exigent d'être reconduits sur le continent. Sport pour boucler, contre-performance, Premier League, Angleterre, Sadio Mané accroché par United. La galère continue pour notre Sadio national et ses coéquipiers qui restent maintenant sur 4 matchs sans victoire. Hier, lors du choc opposant Liverpool à Manchester United, les Reds n'en ont pas profité pour retrouver leur fauteuil de leader. Le confrère note qu'ils ont à nouveau concédé au nul vierge 0 but partout. Dans le journal Stade quotidien, mon confrère note que Sadio et les Reds ont été éjectés du podium. Manchester United toujours leader. City mène la chasse. Tottenham suit le rythme. À la une de Sunu Lam, combat royal à l'arène nationale de Pikine, Modou Ama, à qui profitera le huis clos, se demande le journal. En tout cas, Max Mbargane constate que la volonté et l'engagement feront la différence. Ce sera un plus pour Ama, déclare Bala Diouf. Pour Boy Kairé, ça peut être une pression pour Ama Baldé. Bon lecture à tous.